Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors, bienvenue, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un sujet là, assez chaud, assez rafraîchissant aussi. Deux différences, mais on va discuter des tendances 2024 sur les réseaux sociaux avec l'expert en marketing, là, M. Frédéric Gonzalo, qu'on a la chance de recevoir sur le podcast. Bienvenue, M. Gonzalo, sur le podcast. Allô, comment ça va? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et vous, comment allez-vous? Ça va très bien. Début d'année sur les chapeaux de roue, comme on dit, c'est un feu roulant, mais écoutez, on essaye de rester à l'affût, d'accompagner nos clients justement avec tous ces changements, ces chamboulements. On sait que ça va à la vitesse grand V, mais on tient le moral, on garde le sourire. Oui, effectivement. Puis c'est un peu le but de faire cet épisode-là aujourd'hui sur les tendances 2024 dans les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire et ainsi de suite. Parce que, comme vous l'avez dit, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de changements, il y a des nouveaux réseaux sociaux, il y a des nouvelles manières de fonctionner. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive là-dedans. Fait que il y a beaucoup de changements qui arrivent. Fait que je pense qu'effectivement, beaucoup d'entreprises qui se disent « Hey, on a besoin d'aide. » là. Ouais. Donc, ça va être une bonne opportunité d'en jaser. Pour mettre un petit peu en contexte, puis vous présenter un petit peu là, pour que les gens qui nous écoutent là, sachent un petit peu plus à propos de vous. On vous connaît depuis les 25 dernières années là, dans le monde du marketing parce que vous faites des formations, vous faites des conférences, vous vous spécialisez vraiment dans le domaine du marketing pour les PME, vous créez énormément de contenu. Même que j'ai remarqué sur votre site web, là, vous le mentionnez, là, vous aviez plus de 350 conférences, 700 articles, là, tout le kit. Là. Fait que, au niveau du marketing, là, vous avez pas mal bien instauré votre expertise, à un tel point justement qu'on en parlait un petit peu avant de démarrer l'émission. Je pense que c'était en décembre l'année passée, vous avez apparu là, au Times Magazine là, pour parler d'intelligence artificielle, puis même au Today Show, je crois bien. Oui, en fait, au courant de l'été, j'avais écrit un article sur mon blog en anglais, parce que je rédige dans les deux langues, et puis une journaliste du Time Magazine trouvait intéressant, parce que je parlais de l'intelligence artificielle et de son impact dans le milieu touristique. Donc, elle a fait un article sur le sujet, j'étais mentionné comme expert, et puis le Today Show m'a contacté pour dire est-ce qu'on pourrait vous avoir également. Donc, c'était un peu comme on dit, mon 15 minutes de stardom, là. Mais non, c'est le fun parce que ça fait des années que je rédige sur mon blog, mais aussi sur différentes plateformes comme blogueur invité ou comme expert ou autre. Fait que ça fait un petit velours des fois d'être invité sur des grosses plateformes comme celle-là, mais voilà. Ouais. Oui, mais effectivement, parce que justement, quand on vous avait découvert, on a été voir un peu le site web et tout ça, puis on a, à notre grande surprise, il y a énormément de conférences que vous avez faites, il y a énormément de formations que vous donnez, des ateliers, il y a énormément d'articles que vous avez rédigés. Fait que le marketing, c'est pas votre premier barbecue, là. Vous connaissez. Non, c'est ça. Puis, moi, j'étais en entreprise quand même plus d'une vingtaine d'années avant de partir à mon compte. Ça fait peut-être 12 ans là, que je suis à mon compte en tant, donc j'ai rédigé, c'est ça, plus de 700 articles. Puis ça, c'est juste sur mon blog. Là. On ne parle même pas des articles à l'extérieur ou sur des blogs invités en anglais ou en français. Mais non, c'est ça, les 10-12 dernières années, beaucoup dans l'accompagnement, dans le coaching, dans les conférences, toujours en lien avec le marketing numérique. Très spécialisé dans le milieu touristique. Je vous dirais Ouais. que beaucoup de ma clientèle, ce sont des restos, des attraits, des hôtels. Mais au fil des années, là, j'ai travaillé avec des détaillants, des établissements scolaires, des PME, des agences. Fait que, tu sais, on ratisse large. Là, on va de la mom and pop shop, là, la personne l'homme ou la femme pieuvre là, qui fait tout par elle-même, et Ouais, d'autres c'est ça. entreprises, des fois, avec des plus gros budgets. Donc, c'est le fun de voir les différents spectres, les différents champs de travail aussi dans lesquels on peut venir Ouais. s'impliquer.
Ouais, exactement, parce que j'imagine que ça doit pas être les mêmes défis, ça doit pas être les mêmes réalités quand on travaille justement avec une petite PME qui a Ouais. pignon sur rue que, comme j'ai vu sur votre site web, là, Air Transat ou quoi que ce soit, qui doit avoir une énorme visibilité et des défis complètement différents, là. Donc, Oui, ben dans la même semaine, c'est ça, je peux travailler avec un Tourisme Montréal ou avec une plus grosse entité, puis dans la même journée même, puis dans l'après-midi, je parle avec une petite auberge ou un petit concessionnaire, ou, tu sais, je veux dire, des fois, les budgets, c'est 500 $ par année, puis d'autres fois, c'est 500 $ par jour que je peux mettre sur Google Ads. Fait qu'on n'est ouais, pas dans les mêmes chiffres, mais les bonnes pratiques demeurent les bonnes pratiques. Ultimement, ouais, exactement. ouais. Grosso modo, il y a un point commun en tant que tel là, qu'on peut retrouver dans peu importe là, qu'on soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, qu'on ait un gros budget, petit budget, il y a des points communs là, en tant que tel. Tout à fait. Puis les points communs, souvent, c'est, tu sais, souvent, on ramène ça, c'est quoi la stratégie marketing, c'est quoi les objectifs qu'on poursuit. Il y a un élément que je vois, peu importe les consultations que je donne, puis ça peut être des fois avec des grosses boîtes, puis des fois avec des petites entités, c'est la même chose qui revient, c'est que des fois, on est très orienté vers les tactiques. Tu sais. Ah, M. Gonzalo, Ouais, on se demandait si on devrait aller sur TikTok, c'est une bonne idée. Ben, c'est quoi l'objectif? C'est qui ta clientèle cible? C'est quoi tu cherches à faire? Puis peut-être que TikTok est une bonne idée. Peut-être qu'un envoi d'infolette serait plus approprié. Peut-être que c'est ni un ni l'autre. Ça serait un funnel d'automatisation ou travailler ton site web. Enfin, mais on est très ouais, orienté souvent dans les questions autour de quelle action je prends, où est-ce que je mets mon dollar. Alors, des fois, il faut prendre 2 pas de recul et se dire, ben, c'est quoi l'objectif ultime que tu cherches à faire et dans ce contexte-là? Bon, ben, voici effectivement des solutions qui vont bien répondre à la question qu'on a posée. ouais, effectivement. Super. Et justement, au cours de ces vingtaines de dernières années et toutes justement là, les différentes entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, c'est quoi les gros changements que vous avez vus là, entre comment ça fonctionnait avant, puis quelle est la Hmm. réalité aujourd'hui là, on tourne en début février 2024 là. Quelle a été la grosse différence et quel est le terrain avec lequel on doit jouer aujourd'hui, hein? Oui, ben, c'est sûr qu'on fera pas on n'ira pas trop loin en arrière parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent en date d'aujourd'hui, je dirais, dans les derniers mois, puis si on parle des tendances avec 2024, je pense qu'un des gros phénomènes avec lequel il y a beaucoup de questions, c'est en lien justement avec l'utilisation des médias sociaux. J'ai signé un article en début d'année sur mon blog qui parlait de la fragmentation des médias sociaux. Vos auditeurs connaissent probablement ou ont entendu parler de l'étude de Léger, DGTL, là, qui est sortie décembre 2023, qui montrait l'utilisation que font les Canadiens ainsi que les Américains des médias sociaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est rendu maintenant à 6,1 plateformes en moyenne par utilisateur. Donc, on n'est pas juste sur Facebook, on n'est pas juste sur Instagram, on est sur plusieurs plateformes et ça inclut même pas les applications de messagerie telles que Messenger, Discord, WhatsApp. Ça, c'est au Canada. Aux États-Unis, une étude de Hootsuite nous disait là, que c'était en moyenne 7 médias sociaux sur lesquels on a une présence. Donc, entre 6 et 7. Donc, ça ne tient plus l'espèce d'adage ou avant la bonne pratique qu'on disait, ah ben, choisissez une ou deux plateformes efficaces puis misez vos efforts là-dessus. Ça demeure encore vrai. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, surtout si on regarde là, le consommateur, je dirais 35-54 ans, qui est vraiment notre cœur de cible, il est vraiment sur plusieurs plateformes. Donc, Ouais. c'est difficile de bien l'atteindre. Donc, les médias sociaux, ça pose ce problème-là. Et un autre élément qui était sorti de l'étude de Hootsuite également sur les tendances 2024, c'était cette fatigue que l'on ressent. Il y a une fatigue en tant que consommateur, bien sûr, des médias sociaux, mais même les marketeurs, les stratèges, les gestionnaires de communauté, les directeurs marketing dans les PME, on est à bout de souffle. Je veux dire, c'est TikTok qui est passé de 15 secondes à 60 secondes, à 3 minutes, à 10 minutes. Maintenant, c'est rendu 30 Hein? minutes. Puis YouTube qui réduit ses temps. Puis là, c'est rendu avec les shorts. Facebook qui décide de changer l'API dans les groupes. On ne peut plus diffuser en direct. Il n'y a pas une journée qui passe où est-ce qu'il n'y a pas une fonctionnalité qui est annoncée. On en retire une, on en ajoute une autre. C'est véritablement essoufflant de Exact. tenir le coup. Et vous et moi, on a cette discussion-là, on travaille dans ce milieu-là. Alors, imaginez,
la personne qui ne fait ça que soit à temps partiel ou qui fait ça, toute autre tâche connexe, c'est vraiment essoufflant. Donc, ça fait en sorte que quand tu mets tout ça ensemble, moi, en tout cas, je dirais dans les 12 derniers mois, je l'ai remarqué plus que jamais, des entreprises qui me disent, Frédéric, on pourrait-tu lâcher Facebook? Ça serait-tu dramatique si on fait ça? Évidemment, la réponse est assez facile, c'est tu ne lâches pas Facebook tout de suite, parce que ça demeure encore un incontournable. Ouais. Mais quand c'est rendu qu'on se pose ces questions-là, c'est qu'on voit là, qu'il y a on abdique quasiment. Il y en a qui sont comme moi, je suis tanné, je ne vois plus de résultats, on publie, il n'y a personne qui voit nos trucs, on n'a plus le niveau d'engagement qu'on C'est avait ça, avant. hein. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Exactement, parce que vous le soulevez très bien, tu sais, des fois, quand on voit des publications ou des pages Facebook, disons qu'il y a plusieurs milliers d'abonnés, on se dit, si on fait du bon contenu, ça va générer de l'engagement, les gens vont commenter, puis tu vois 3 likes. C'est décourageant, ça. Oh, oui, puis ça arrive plus qu'on pense. Là. Ouais, exactement, tu sais. Mm. Et puis, justement, dans la réalité où ça va nous-mêmes à l'interne, tu sais, comme vous dites, on travaille là-dedans, puis nous-mêmes, on trouve ça un peu essoufflant. Et puis, de devoir créer du contenu, des vidéos, des segments d'un clip, un carrousel ici, un live là-bas, on va faire un webinaire, on va faire ci, ça, ça. Mhm. Il y a une foule de manières de communiquer. Qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui en 2024? Comment on s'adapte à cette réalité-là? Ben, écoutez, il n'y a malheureusement pas de silver bullet ou de solution Ouais, facile et universelle. Euh, mais vous l'avez un peu évoqué dans votre dernier commentaire, et c'est effectivement en tissant une toile qu'on a de meilleures chances d'aller éventuellement atteindre notre clientèle cible et à travers la répétition aussi. Parce que si effectivement on a un podcast, on fait des vidéos, on a des textes sur notre blog qu'on relie via nos médias sociaux puis qu'on envoie via une infolettre, c'est à travers cette multiplicité de points de contact-là que on augmente nos chances d'atteindre notre clientèle et que le message soit répété. Alors, bien sûr, je suis très conscient qu'en disant ça, quelqu'un qui écoute va dire oui, mais ça veut dire aussi beaucoup plus de travail dans cette multiplicité-là. Puis, effectivement, euh, on ne jouera pas l'autruche. Ça demande un certain niveau de travail, ça demande du jus de bras, faut investir là-dedans. Mais je veux dire, c'est votre marketing. Ultimement, au même, tu sais, il y en a qui vont dire la solution facile, c'est moi, je ne fais rien de tout ça. Je vais juste faire des grosses campagnes Google Ads, puis les gens vont découvrir mon site Web. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on sait que si tu fais des campagnes Google Ads, OK, mais la personne va tomber sur ton site Web. Mais ton site Web, ouais. est-il du contenu? Est-il bien indexé? Est-il considéré pertinent par le moteur de recherche de Google? Puis les signaux sur lesquels Google va se pencher pour déterminer que vous êtes pertinent, c'est effectivement, y a-t-il des articles de blog, y a-t-il du contenu frais sur votre site Ouais, Web? c'est ça. Avez-vous une présence sur YouTube? Gérez-vous votre Google My Business, donc votre profil d'entreprise Google? Donc, tu sais, tout est dans tout. Fait qu'à quelque part, il n'y a pas de solution facile de juste dire, oh, je ne fais plus rien de ça, j'achète du Google Ads. Puis, donc, tu sais, le marketing demande un certain temps, un certain effort. Maintenant, à travers cette multiplicité, ça va être de cibler les bons canaux, les bons formats en fonction, encore une fois, de votre clientèle cible. Ceux qui s'attaquent, je dirais, à la clientèle, les 15-25 ans, ben, ils auront peut-être certains canaux qui vont être à privilégier versus ceux qui visent les plus de 65 ans. C'est sûr que selon certains créneaux, certaines catégories d'âge, certains profils psychographiques, on va orienter avec certaines plateformes, mais il y a un travail, il y a un souci de regarder ce niveau-là. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va orienter à ce moment-là nos efforts. Ouais, OK. Et justement, dans cette montagne de travail qu'on a à faire, justement, pour piloter tout ça, à quel point l'intelligence artificielle vient impacter, justement, notre présence sur les réseaux sociaux? À quel point ça vient ajouter une sorte de compétition? Parce qu'on le sait, plus il y a du contenu qui se crée, ben, plus il y a de la compétition pour de la visibilité. Ouais. À quel point ça a changé la game, l'intelligence artificielle? Ben, ça change la game. Si on parle d'intelligence artificielle, là, bien sûr, ici, je pense qu'on fait plus référence à l'intelligence artificielle générative. On parle bien sûr des chats GPT ou des Ouais. Google Gemini. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'opportunité, mais depuis quelques jours, on a Google Gemini qui est maintenant disponible au Canada, anciennement appelé Bard.
qui va être, selon moi, un gros joueur là, dans l'équation. Autant lui que ChatGPT, que tous les autres, là, que ce soit Midjourney pour faire du visuel, que ce soit Jasper pour créer des textes, de l'audio, de la vidéo, ces outils-là sont des facilitateurs qui vont nous aider à être plus productifs. Ça ne vient pas remplacer. Mais par contre, là où avant, peut-être, tu te passais 3-4 heures à travailler, triturer ton texte et battre le syndrome de la page blanche, ben, Ouais. tu vas utiliser un de ces outils-là pour te starter, si je peux ainsi dire, pour t'orienter, pour t'aligner, pour mieux rédiger. Je donnais une formation sur le sujet récemment. Tu sais, comment tu peux utiliser ces outils-là pour t'aider dans ta rédaction SEO, tu sais, t'aider à trouver des méthodes de description, t'aider, si tu fais un texte pour ton blog, ben, ça va t'aider aussi avec tes intertitres, tes H1, tes H2, tes H3. Ouais. Donc, ces outils-là peuvent t'aider à écrire de manière un peu plus sophistiquée pour les moteurs de recherche, mais c'est vraiment pas moins qu'il faut qu'il y ait quand même l'humain qui est là, puis qui, d'un, qui va faire les bons prompts dans l'outil, mais aussi qui va pouvoir, après ça, aligner puis garder sa saveur. Mais pour moi, ça devient vraiment, c'est un outil, ce sont des outils qui vont faciliter, qui vont nous rendre plus productifs, mais ça ne va pas remplacer en tant que tel. Tu sais, un bon rédacteur, un bon photographe demeure encore nécessaire. Par contre, il va devenir plus efficace parce que, justement, au lieu de prendre 3-4 heures pour livrer un certain rendu, peut-être qu'il pourra le faire en 45 minutes, par exemple, et utiliser les 2 heures qui lui restent pour peut-être travailler le pavoisement de ses contenus sur les médias sociaux, par exemple. Ouais, exactement. Mm. Est-ce que ça pourrait effectivement être un incontournable à avoir en 2024 pour sa présence sur les médias sociaux? Euh, Écoutez, je pense que c'est devenu un incontournable déjà en 2024. C'est fou à quel point des outils comme ça qui ont à peine 1 an d'existence, là, on pense à ChatGPT, on pense à Google Gemini, ils sont devenus incontournables parce qu'ils nous aident dans la création de textes, de visuels, d'interprétation également, pour retravailler nos textes, pour répondre à des avis en ligne. Il y a une foule d'utilisations qu'on peut faire qui sont pertinents. Euh, Maintenant, sur les médias sociaux, je mets un bémol parce qu'on a vu certains cas, je ne veux pas dire de dérapage, mais tu sais, si tu utilises une image qui a été créée par un Midjourney de ce monde ou un Canva, une image artificielle, les gens ne sont pas dupes. Évidemment, jusqu'à un Ouais, certain point, parce qu'il y a certaines images qui sont vraiment bluffantes. En général, on le ouais, voit. Donc, il y a eu des cas où des entreprises ont utilisé une image créée par l'intelligence artificielle et ils n'ont pas joué de transparence. Et c'est surtout OK. là que le bas blesse. Si tu mets un visuel et tu te dis, garde, et puis tu te dis, on a joué avec Midjourney, puis on vous propose tel visuel, c'est correct, c'est cute, les gens vont. Ça peut aider. Cette journée-là, tu n'as pas de publication, tu n'as pas de visuel, fait que tu utilises ça. Mais si tu fais passer quelque chose comme dans la réalité, me sans le dire, puis tu utilises un visuel Ouais, c'est ça. synthétique, c'est là où ça devient un petit peu un no-no, là, une mauvaise pratique. C'est intéressant ce que vous mentionnez. Ça vient de me faire penser à peut-être une réalité. Est-ce que, un peu comme quand on voit des images, les fameuses images libres de droit, là, qu'on voit Mhm. toutes, puis l'employé qui sourit au bureau, là, et ensuite qu'on voit l'image, puis on se dit, c'est une image libre de droit, là, tu sais. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux d'avoir un peu cette même réalité avec une image générée par intelligence artificielle? Il n'y a pas un peu cette espèce de... Il n'y a pas eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau, tu sais, de la recherche Mhm. d'images. Est-ce que ça peut renvoyer ce message-là? C'est définitivement une possibilité. Tout à fait. Je veux dire, le stock image, là, on l'a vu, là, puis à quelque part, je n'oserais pas dire que c'est une forme de paresse, mais des fois, oui. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je me souviens, il y a quelques années, là, il y avait un ami qui m'avait envoyé une photo. Il disait, hey, regarde, une destination touristique au Québec qui avait utilisé une image. Puis on l'avait vu dans 3 autres campagnes publicitaires, la même image, la même dame, une mulâtre avec des lunettes. Tu sais, on se disait, hey, cette photo-là est populaire, mais dans la même semaine, cette même dame-là, ce visuel-là apparaissait pour 3 différentes compagnies. Ah non. Dans un cas, c'était pour vendre des lunettes, un autre fois, c'était pour une vente destination à faire, puis une autre fois, c'était pour un autre truc. Fait que tu fais comme, ouais, mais pour l'authenticité, on repassera. Tu sais. Donc, le stock photo a toujours eu cette particularité-là, que tu es toujours mieux d'avoir des vrais visuels pris dans ton établissement, dans ta business, avec tes employés, avec ta clientèle. L'authenticité, c'est un terme un peu galvaudé, mais en quelque part, ça demeure une valeur qui est prisée. Là, Important. ben oui, c'est important, le consommateur recherche ça. Donc, le danger va être effectivement de voir ce que ça crée. Honnêtement,
comme on est encore dans les balbutiements, on s'entend, ça Ouais. fait pas longtemps, là, on est rendu à la version 6 de Midjourney et déjà là, la dernière version de Midjourney vient corriger ce que la version 4 et 5. Souvent, les gens trouvaient que c'était un contenu qui était trop lisse, c'est trop parfait. Ouais. Donc, avoir un peu comme des imperfections dans les cheveux, tu sais, qui donc rendent le visuel d'autant plus crédible. Je ne sais pas si vous avez fait l'essai, là, mais je pense que c'était dans la presse le week-end dernier ou il y a 2 semaines. Il montrait 5 différents visuels, puis il disait lequel a été fait par une intelligence Ah ouais. artificielle, lequel est une vraie image. Et je vous le dis, je vous jure, je travaille dans le domaine, je manipule ces outils-là. Je pense que j'ai eu 0 en 5. Tu sais, quand c'était Ah une vraie ouais. image d'intelligence artificielle, je pensais que c'était une vraie image. Ou quand c'était une mid-journey, je disais l'inverse. Tu sais, on est rendu là. Il y a un niveau de qualité qu'on est capable d'atteindre avec ces photos-là qui fait en sorte que vraiment, il faut être un sacré bon expert pour avoir l'œil pour déterminer que c'est une image synthétique versus c'est Ouais. une vraie personne. Tu sais. OK. Fait que ça s'affine et ça devient un peu, Ben, ça, un peu moins visible, là. ben, puis on a cette discussion-là en février 2024, je vous le dis, là, dans 3 mois, dans Ouais. 6 mois, on va être ailleurs. Tu sais, je veux dire, ces versions-là ne font que continuer de s'améliorer, de s'affiner. Donc, oui, on peut penser. Maintenant, C'est vrai que le souci d'originalité va demeurer par rapport à votre question. Et je pense que c'est là où il faut quand même la créer, cette image-là synthétique. Donc, c'est dans la qualité du prompt qu'on va faire, donc la requête qu'on va faire dans l'outil. Donc, il y a quand même un minimum d'effort qui doit être fait. Là. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer à ce niveau-là. ouais. Et justement, de l'autre côté du spectre, est-ce que justement, vous pensez que les photos plus humaines ou les publications plus humaines qui montrent l'équipe en train de travailler, risquent de justement générer plus d'intérêt puis d'aller chercher un petit peu plus justement l'émotion du public versus justement ces images créées peut-être par intelligence artificielle et ainsi de suite? Ça, c'est sans contredit. C'est Ouais, sûr. C'est sûr. Et vous évoquez là une vérité d'aujourd'hui, de demain, mais qui était aussi vraie hier aussi. ouais, Et c'est bien de le mentionner parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on le dit aujourd'hui que les gens le font. Euh, Moi, j'ai souvent, quand je fais des consultations avec des clients, tu sais, je dis, je vais voir leur page Facebook, puis je dis, ils me disent, pourquoi on n'a pas beaucoup d'interactions, Frédéric? Il me semble que. Puis tu regardes ça, puis c'est ultra promotionnel, c'est linéaire, c'est redondant, c'est toujours moi, 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 moi. Tu sais, nous faisons ceci. Alors que tu vois d'autres pages qui performent bien, souvent, sont dans la diversité de contenu, la diversité de formats. Ils font des sondages, ils auront une page événement, ouais, ils vont avoir des GIFs, ils vont partager une infographie, ils mettent des photos de l'équipe des employés qui ont fait un potluck la veille lors d'un événement ou le truc de l'Halloween. Puis, une fois de temps en temps, oui, on a une promotion à 50% de ce temps-là. Mais il faut qu'il y ait cette variété de contenu-là. Et absolument d'accord avec vous que souvent, la photo de la gang qui fait son potluck, qui s'est déguisé pour l'Halloween la veille, ce sont les photos qui performent le mieux. Souvent, c'est les offres d'emploi. Pourquoi? Parce que les gens s'associent, c'est le petit café du coin, puis on connaît Julie, puis c'est Julie qui est dans la photo, mais les ouais, gens c'est ça. vont venir liker, c'est humain, alors que la photo qui a été générée par ChatGPT ou par Midjourney, elle peut être bien sympathique, mais elle ne résonne pas parce qu'on ne la connaît pas, cette personne-là, ou l'image synthétique qui a été créée. Et ça demeurera toujours vrai. Tout à fait. Ouais, super. Puis ça, c'est un constat qu'on a fait, nous aussi, chez LeadFox, sur nos réseaux sociaux. Mm. Euh, à chaque mois, on fait un petit wrap-up de toutes nos publications, ceux qui ont le plus performé, puis on identifie ceux qui ont le plus performé. Puis à chaque fois, les publications avec l'équipe, avec des humains, c'est à chaque fois les publications qui fonctionnent le mieux. Parce que, comme vous le mentionnez, on voit un humain, ah, c'est Julie, on like, on la reconnaît à son travail, on la voit en train de travailler ou quoi que ce soit. Il y a cette proximité, cet humain là-dedans. Ben, puis le OK. côté humain, c'est ça, tu sais, les entreprises envoient des communications, mais on oublie ce côté-là. Puis c'est drôle que vous mentionnez ça parce que, tu sais, quand je donnais une formation la semaine dernière au niveau des meilleures pratiques dans les envois d'infolettes, puis tu sais, je disais, si je reçois une infolette de LeadFox, bon, OK. Mais si c'est Pascal de chez LeadFox, déjà là, c'est comme, ah, tu sais, il y a comme, Ouais, c'est la même infolette, le contenu est le même, mais il y a un petit côté humain que vous faites d'ailleurs, puis que je reçois ça de différentes entreprises, je trouve ça intéressant. Tu sais, quand c'est Mélanie du Spiceman qui m'envoie l'infolette, ben, je sais pas, j'ai envie de l'ouvrir, tu sais, même si je sais que c'est une infolette,
Mais si c'est juste l'infolette, point barre de l'entreprise X, Y ou Z, c'est le même principe, ces médias sociaux. C'est vous en train de pavaner votre dernière promotion. Le côté humain, c'est ça, on veut voir Julie, on veut voir Mélanie, on veut voir Pascal, ou on veut entendre parler de. Ce côté-là, on le sous-estime malheureusement. Ouais. OK, parfait. Fait en 2024, là, ceux qui écoutent, là, plus de photos d'humains, plus de gens dans vos réseaux sociaux, dans votre présence, là. Nous, on l'a remarqué, là, la Oui, différence est nette, là. tout à fait. Vraiment nette. Et on entend souvent, là, je passe sur un autre sujet, et c'est une question que je me pose aussi, puis probablement beaucoup de personnes se posent. Y a-t-il des réseaux sociaux qui en fait, il y a des réseaux sociaux qui sont en train d'exploser. TikTok, ça va super bien. Je peux... Bon, en tout cas, il y en a qui vont super bien. Il y en a-tu qui sont en train de perdre des plumes? Facebook, Instagram, est-ce Fait que que, Twitter? écoutez, c'est intéressant comme question parce que quand j'ai rédigé mon article sur les tendances en début d'année, puis je présentais un webinaire sur le sujet, puis initialement, j'étais pour une des tendances de mon année, c'était pour dire le déclin de Meta. Et Ouais, je cherchais en ligne différents éléments pour venir appuyer mon propos. Et puis, j'ai été malheureusement contraint, ou heureusement, fait, bref, peu importe, contraint de dire non, il n'y a, pas de déclin de Meta en tant que OK. tel. En fait, ce que j'ai constaté, les chiffres démontraient que les affaires vont plutôt bien pour Meta. Le dernier trimestre de 2023, ils ont généré un profit. Ils sont revenus dans des états très intéressants. Même, à un moment donné, il y avait une baisse dans les utilisateurs. Il y a Ouais, eu exact. une hausse récemment. OK. Puis justement, l'étude de DGTL léger en décembre nous montrait que, tu sais, on dira ce qu'on voudra, Facebook, c'est l'incontournable, toute catégorie d'âge confondue, même chez les 18-24 ans. C'est sûr que c'est moins sexy, puis c'est moins tendance, puis ils vont utiliser peut-être juste le côté des groupes, autre chose, mais c'est encore là. Donc, chez les 65 ans et plus, il y en a une seule plateforme, c'est Facebook, ils ne sont pas sur Ouais, les autres. Mais, tu sais, Instagram, ben oui, il y a des baisses de popularité, des baisses d'engagement dans la portée, mais ça demeure encore le numéro 2 avec puis tu as YouTube qui ferme le peloton de tête. Fait que Meta demeure encore très pertinent. C'est sûr que on le sait, là, il y a des gros drapeaux jaunes, pour ne pas dire drapeaux rouges, qu'on l'a évoqué, la portée des publications, la complexité de gérer la Meta Business Suite avec le Creator Studio, puis les trucs qui ont ouais, été enlevés, puis les comptes qui se font hacker. C'est vraiment un beau bordel de gérer ça. Puis je lui baisse mon chapeau aux gestionnaires de communauté qui doivent se farcir. C'est vraiment pas cool de travailler avec ouais, Meta. exact. Mais regardez là, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la politique avec la CAQ qui a dû revirer comme on dit, son chapeau de bord, puis de se dire, ben, on n'a pas le choix de revenir puis de placer de la pub sur Meta parce que c'est la seule manière d'atteindre certaines personnes. Ouais, Ils abdiquent parce qu'ils se rendent. C'est un triste constat, mais ils se rendent compte que c'est quand même l'outil qui va permettre d'atteindre la plus vaste majorité de la population. Pour revenir à votre question, vous dites, y a-t-il des plateformes soit émergentes ou d'autres en déclin? Donc, tu sais, déclin potent, je dirais que Meta demeure dans son peloton. Celle qui est définitivement en déclin, pour ne pas dire sur la voie de sortie, c'est X, ouais, anciennement Twitter. On voit vraiment une perte de confiance. Puis ça, encore une fois, l'étude de Hootsuite nous démontrait à l'échelle nord-américaine. On l'a vu aussi avec le bras de fer entre Elon Musk et les annonceurs, là, qu'il a essentiellement envoyé paître dans un tweet. Tu sais, c'était pas des ah ouais. amis. Là, tu sais. Ouais, ouais, non, tu sais, fait que, puis c'est aussi que la plateforme elle-même a toujours été dans la niche. Tu sais, c'est du micro-blogging. Ouais, C'est exact. correct en soi, mais c'est pas grand public. Donc, s'il y en a une qui va vivre des moments troubles, puis que pourrait être sur la voie de sortie, c'est définitivement celle-là. J'enlève rien à la pertinence de la plateforme elle-même. Elle peut être intéressante pour certains, mais il y a aussi l'absence de contrôle, toute l'histoire du crochet bleu là, qui est devenu un petit peu n'importe quoi, la résurgence des trolls, puis l'absence un peu de modération sur cette plateforme-là fait en sorte que vraiment, ça c'en est une que. Et inversement, il y a Meta qui a lancé Threads. On se rappellera Ouais, la exactement.
Alors, Je te posé la question alors, là-dessus. Threads a eu, hein, on se rappellera, ça a été la folie quand ça a atteint les 100 millions d'utilisateurs, je pense, en l'espace de quelques jours, quand ça a été lancé en juillet l'année passée. Puis ensuite, c'est devenu flat, tu sais, il ne s'est pas rien passé. Ouais, La raison est fort simple, c'est que ça a été lancé de manière un peu prématurée, surtout pour essayer, je pense, de contrer puis de donner le coup de grâce à Twitter, X ouais, d'Elon exact. Musk, mais c'est aussi que ce n'était pas disponible en Europe en raison de la réglementation, le RGPD, puis le Ouais, DSA là-bas, le Digital Service Act. Mais là, Threads est maintenant disponible depuis début décembre et on voit Meta, donc à travers Instagram, renouer et ils ont mis de l'avant des nouvelles fonctionnalités. Donc, je ne serais pas surpris qu'en 2024, on voit Meta vraiment nous réinciter à aller garder un œil, jeter un regard du côté de Threads comme possibilité. Encore une fois, ça va demeurer une plateforme qui est pertinente dans certains cas précis. C'est quelqu'un qui ouais, n'était pas intéressé par Twitter il y a 5 ans à cause que le type de plateforme que c'était, ben, il ne sera pas plus intéressé aujourd'hui à Threads, parce que c'est ouais, la même c'est chose. vrai. Okay? Ouais. C'est dans le même type de format. Mais dans certains cas de figure, ça pourrait être à surveiller. Mais au-delà de ça, je dirais qu'honnêtement, il n'y a pas de grands changements dans l'univers des médias sociaux. Vous avez évoqué TikTok. Je pense qu'effectivement, TikTok est très populaire. Il faut se le dire par contre, je pense que la période de frénésie de croissance de TikTok est derrière nous. On commence OK. déjà à avoir des signes d'essoufflement, de baisse dans le niveau d'engagement, dans la portée, mais il fallait s'y attendre aussi en quelque part, là, parce que tu sais, des croissances dans les doubles chiffres, là, à un moment donné, c'est ça. Tu peux faire ça pendant 2, 3 ans. Là, on est rendu à une certaine maturité et ça va être. OK. Il fait partie du top 5, là, tu sais, on s'entend, tu as Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, YouTube et TikTok. Là, tu as habituellement une entreprise entre ces 5-là, c'est pas mal le plus important. Ouais, Il y en a d'autres après ça qui vont jouer sur Pinterest, sur Snapchat, ou dépendamment, Reddit, dépendamment là, des niches de clientèle qu'on va aller, c'est un mais petit peu plus niché, là. c'est ça. Alors que le top 5 là, qu'on a mentionné, c'est vraiment, je dirais, les incontournables. Et encore, tes LinkedIn, oui, mais LinkedIn ne sera jamais vraiment une plateforme business to consumer. C'est pas là qu'on parle aux grands Ouais, consommateurs. non, c'est ça. Donc, c'est très pertinent dans un contexte de recrutement, de te parler des fournisseurs pour créer des affaires, de la crédibilité, du leadership dans un créneau. Mais, donc, c'est chacun un peu ses particularités, mais on joue quand même pas mal dans les mêmes sphères. Je pense que avant qu'il y ait un nouveau joueur là, qui vienne vraiment rentrer là-dedans, je pense qu'on est rendu à une certaine maturité par rapport aux médias sociaux. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Je trouve LinkedIn vraiment intéressant pour justement le business to business, là, les entreprises dont leur clientèle, c'est d'autres entreprises. J'ai l'impression que LinkedIn, par ce positionnement-là, n'a pas vraiment de compétition, puis est vraiment bien gardé, reste toujours hyper pertinent, puis c'est un bel écosystème pour prospecter, se faire connaître, avoir des conversations d'entreprise, là. Tout à fait. Puis je pense que dans la dernière année, le bras de fer entre Meta, Google et le gouvernement fédéral, la loi C-18, là, avec les contenus partagés par les médias, je pense que ça a bénéficié à LinkedIn, à tout le moins au Ouais, Canada, parce que plusieurs d'entre nous qui voulaient partager un article de la presse, du Globe and Mail ou peu importe, ben, c'était pas mal à travers LinkedIn qu'on pouvait engager la conversation au sujet d'un article comme celui-là. Donc, exact. il y a eu un peu une redécouverte de la part de certains de se dire, tiens, finalement, c'est pas vrai. Tu sais, j'entends depuis quelques années que c'est plus juste une plateforme où on va mettre son CV. Et non, effectivement, moi j'entendais encore ce commentaire-là récemment. Je dis, ben non, C'est c'est juste vrai. un contenu, LinkedIn. Mais là, les gens le réalisent à cause de ça. Ah, OK, c'est vrai, oui, je l'ai redécouvert. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des beaux contenus, etc., etc. Donc, ça aura eu ça de bon.
Ouais, exactement. Et justement, par rapport à cette loi-là qui est venue changer un peu la réalité justement ben, plus d'un secteur plus spécifique, là, le secteur des médias d'information. Pour mettre un peu de contexte, dans le fond, il y a une loi qui a passé qui fait en sorte que sur Facebook, euh, les journaux, les médias d'information n'apparaissent plus. On ne peut plus consulter aucune nouvelle sur Facebook. L'entreprise qui fait la nouvelle, là, la tribune, la presse, doit payer pour publier en tant que tel, doit systématiquement passer par le système publicitaire. Autrement, son contenu organique ne Ben, en fait, fonctionne oui. En fait, c'est que la loi C-18, ce qu'elle évoque, c'est qu'elle dit que ça s'applique surtout à Meta et à Google. C'est que c'est pas. ça. S'ils partagent des liens URL en provenance d'un média qui, lui, paye un journaliste, ben, ils devraient payer une contrepartie de ça. Et c'est en réaction à cette loi-là que Meta a décidé de dire, ben là, Ouais, c'est ça. fine, on arrête il n'y aura plus d'articles partagés sur notre site, comme ça, on n'aura pas à payer. Mais la conséquence, c'est que là, il n'y a plus aucun lien de média officiel qui est partagé sur la plateforme. Et ça a soulevé tout l'aspect de désinformation, parce que là, tu as juste les informations par Pierre Jean-Jacques sur son blog ou ce qu'il veut bien évoquer. Exact. Personne ne peut contrecarrer ça en disant, ben non, attends, il y a une étude ici qui est sortie puis qu'on voit dans le Devoir ou sur Radio-Canada. Donc, malheureusement. Et donc, ça crée effectivement une espèce de vacuum dangereux. Et savez-vous comment, justement, ces médias-là se sont adaptés? Parce que ça doit faire un gros trou de visibilité, là, du jour au lendemain, plus de Facebook là, qui leur apporte du trafic. Est-ce que ces médias-là se sont virés vers La, la- l'infolette, vers d'autres réseaux sociaux? la réponse plate de l'adaptation, c'est qu'ils ont fermé boutique ou ils ont Ah, pris moitié de ouais, la staff, là. C'est la réponse plate, mais malheureusement réelle. ouais, Mais je vois votre question de manière plus sérieuse, je vais y répondre. Effectivement, ils ont opté pour la plupart, mais en fait, ils n'ont pas eu le choix de se dire, mais là, on fait quoi? ouais, L'infolette est devenue effectivement le gros message d'écouter, plutôt que de vous fier sur Instagram ou sur Facebook pour où les gens allaient chercher l'information, parce que c'était sorti à un moment donné, puis je pense que les dernières données qu'on a, c'est que quelque chose comme 40 des gens de moins de 35 ans, ils vont chercher leur information sur Instagram ou sur TikTok. Donc, exact. on est beaucoup sur les médias sociaux. Et là, à ce moment-là, ces gens-là vont chercher leur information où? Donc, la plupart des grands médias ont dit, bien, on a une infolette. Abonnez-vous, comme ça, une fois par jour, tu vas recevoir les faits saillants. Puis je trouve ça plate que ça ait pris ça pour Ouais, inculquer et inciter fortement. Et là, c'est pas juste les médias, il y a d'autres entreprises qui ont dit comme hey, attends une minute, c'est vrai, ça serait peut-être une bonne affaire pour nous aussi de le faire. On sait qu'avec la loi, pas la loi, mais la disparition des cookies, il y a plusieurs entreprises qui se sont dit ah là, attends, on ne pourra plus faire de la pub, faire du remarketing, peut-être qu'on devrait miser sur nos propres données pour pouvoir parler à notre clientèle. Donc, nos infolettes, c'est pas mal l'outil de prédilection. Ça fait des années, ça fait au-dessus de 15 ans que je travaille dans le domaine du marketing, surtout de relationnel avec des envois d'infolettes ou autres. Puis c'est moi, ça fait au-dessus de 15 ans que j'entends parler que la newsletter, c'est mort, puis les courriels, c'est mort. Puis pourtant, on est en 2024 qu'on a cette conversation-là aujourd'hui. C'est encore extrêmement pertinent. Donc, exactement. c'est dommage que les médias aient dû être confrontés à ça. Bon, d'un côté, c'est aussi dommage qu'il y ait cette espèce de bras de fer-là entre Meta et le gouvernement. On aurait espéré qu'il y ait une résolution plus rapide à ça, mais dans le contexte, c'est effectivement à peu près la seule solution qu'ils peuvent mettre de l'avant, parce qu'à part ça, c'est de dire, bien, venez nous consulter directement, sauf que, tu sais, à moins d'avoir la presse plus dans ton iPad ou à moins d'être abonné au Devoir ou à Radio-Canada ou au Journal de Montréal ou peu importe votre média de prédilection, c'est ça, on va souvent chercher l'info à travers une conversation ou un truc qui passe sur Facebook ou ailleurs. Fait que, Exactement. OK, je comprends. Fait que ça, c'est un peu l'état des lieux là, selon justement là, ben, les différents réseaux sociaux. Fait que pour en revenir à la toute première question que je posais, dans le fond, il n'y a pas de réseaux sociaux qui est en baisse de régime. Peut-être Threads et Twitter et ainsi de suite, mais l'univers Meta, donc Facebook, Instagram, ça va super bien. TikTok, on je atteint la ça va maturité. super bien, mais je vous dirais que ça demeure les incontournables. C'est Ouais, surtout c'est ça ça. mon message. C'est que oui, il y a des fluctuations, puis ça peut faire rager, mais tu t'en sors pas trop à l'extérieur de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
TikTok. Tu sais, tu Ouais. joues dans ces cinq-là, là, puis tu ne te trompes pas trop. Après ça, on peut aller vers d'autres possibilités, mais c'est ceux-là qui sont pas mal, je dirais, les incontournables pour cette année, puis je dirais à court, moyen terme, ça va jouer là. OK, super. Et justement, on a effleuré un petit peu le sujet un petit peu plus tôt. Est-ce que, je sais qu'il y a eu une période où effectivement on mentionnait que prends-toi une plateforme, puis sois super bon là-dessus, puis pilonne là-dessus pour être super visible dans cette plateforme-là, ou au contraire, prends toutes les plateformes, puis essaie d'être le plus visible partout. Qu'est-ce qui est préférable à préconiser comme stratégie? Ouais, ben, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, puis c'est vrai que c'est devenu, honnêtement, c'est vraiment un casse-tête. Parce que le conseil qui se donnait jusqu'à récemment, puis c'est le même moi-même que j'utilisais dans mes consultations, c'est-à-dire que mieux d'être sur une plateforme bien, voire deux, mais vraiment, là, avoir une bonne présence dynamique, répondre aux commentaires, publier avec une certaine régularité, que d'être sur 5 plateformes, mais de saupoudrer tes efforts. Tu n'as pas le Ouais, temps. Si tu fais ça toute autre tâche connexe, tu sais, ça paraît rarement bien que tu arrives sur la page Facebook d'une page, puis d'une entreprise, puis tu vois la dernière publication remonte à il y a 4 mois. Et il y a quelque chose là tu sais, tu vas avoir envie de poser une question à cette entreprise-là. Tu te dis, je ouais, c'est ça. ne me ferai pas répondre, je vais me faire répondre dans 2 semaines. Donc, c'est tout un peu la perception qui vient avec ça. Versus, tu vas sur une page, puis tu as des publications régulières, les gens posent des questions, l'entreprise répond. Donc, la bonne pratique va toujours être t'es mieux d'être sur une seule plateforme ou une ou deux plateformes où est-ce que tu peux le gérer comme il se doit, de prendre le temps de bien répondre, publier avec régularité. Mais comme on a dit tout à l'heure, étant donné que le consommateur canadien se retrouve malheureusement aujourd'hui sur 6-7 plateformes en moyenne, ça devient un peu un jeu dangereux de ne miser que sur une seule plateforme. Ouais, Alors, c'est sûr que si c'est Facebook, tu te trompes en général pas trop, mais là encore, toi et moi, on est peut-être sur Facebook, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on y est aussi souvent qu'on l'était avant? Peut-être pas. Puis peut-être que moi, je suis pas mal plus rendu Instagram depuis un petit bout de temps, ou toi, tu es peut-être plus sur TikTok depuis quelques temps. À ce temps-là, c'est peut-être plus là que je pourrais t'atteindre. Donc, tu sais, c'est là où on se rend compte que ouais. ce qui était vrai il y a 2, 3, 4 ans, dans les bonnes pratiques, rendu en 2024, il faut vraiment se la poser la question. Juste d'être sur Facebook, c'est probablement pas assez maintenant. Il faut que tu regardes où est-ce que ton client type ou ta bonne clientèle, tes personas, à la limite, ils se retrouvent peut-être plus sur Instagram, ou peut-être plus sur LinkedIn. Donc, c'est un peu de voir ces questions-là. Et je vais reprendre encore 2 pas de recul en disant, ça, c'est encore une fois avec un focus médias sociaux. Avez-vous une infolette que vous envoyez à vos bases de données? Ouais. Si vous ne faites même pas ça, pourquoi est-ce qu'on est en train de se jaser de Threads, puis de Instagram, puis de TikTok? Je veux dire, commence d'abord par parler à tes bases de données, fais de la fidélisation ou de la rétention. Mais bon, si ça, c'est fait, jasons médias sociaux, puis la discussion qu'on a là fait du sens. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose là, qui est fondamental. Moi, puis c'est ça que je trouve en fait, qui est super complémentaire parce que les réseaux sociaux, c'est excellent pour aller chercher de la visibilité. Mais Oui, cette visibilité-là, on la conserve pas vraiment, là. Elle n'est pas acquise. Donc, de jumeler l'infolette va faire en sorte que les réseaux sociaux vont nous apporter des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes-là, on les conserve avec notre infolette. Et comme ça, ben, s'il arrive quelque chose, il y a une crevaison là-bas, ben, crime, on a notre petit cocon safe ici, on a notre base de données, on peut communiquer avec eux s'il y a quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit. Mais les deux travaillent ensemble. Les réseaux sociaux travaillent pour nous donner de la visibilité. Cette visibilité-là, il faut la conserver. c'est complémentaire. Donc, tu sais, c'est pas que c'est un ou l'autre, mais tu sais, si quelqu'un me dit, Frédéric, on est déjà sur Facebook et Instagram, on se demandait si on va sur une troisième plateforme. Si je lui pose la question, puis je dis, qu'est-ce que tu fais au niveau de tes infolettes? Il me dit, on n'a pas grand-chose à ce niveau-là. Je dis, bien, mets l'emphase là. Si quelqu'un me dit, on est sur Facebook et Instagram, on envisage une autre plateforme et on a aussi notre stratégie de d'infolettes qui va bien avec des articles sur notre blog. OK, mais là, donc tu sembles avoir un peu de bande passante, tu es capable de donner un peu d'effort vers une troisième plateforme, jason. Mais il faut prioriser, là, parce que dans ce contexte-là, si ton site web il est tout croche ou si tu n'as pas d'envoi d'infolette,
de travailler sur une troisième ou une quatrième plateforme de médias sociaux, c'est peut-être pas la bonne priorité. Il faut quand même que tu regardes l'ensemble de l'œuvre de ta présence numérique. T'sais. Et disons qu'effectivement, là, on est une entreprise, j'ai choisi, j'ai mon Facebook, j'ai mon Instagram, peut-être mon LinkedIn ou peu importe. L'entreprise a choisi ses réseaux sociaux. C'est une petite entreprise qui a 1000, 2000, 3000 abonnés, quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer qu'il y a autant de contenu qui se fait? Comment est-ce qu'on fait quand on est une petite entreprise qui ne fait pas trop de vagues, puis là, on veut commencer à en faire des vagues? Là? Ben, dans un cas comme celui-là, c'est avec n'importe quel client qui je travaille, souvent, je vais poser la question, est-ce que vous avez fait un plan marketing? Avez-vous un positionnement clair qui a été fait? T'sais, dans d'autres mots, as-tu fait une analyse de tes forces, faiblesses, opportunités, menaces? C'est-tu, en d'autres mots, c'est quoi qui te distingue de la compétition? C'est quoi ce qu'on appelle le USP, là, ton Unique Selling Proposition? Donc, si toi, tu es un hôtel de villégiature sur le bord d'un lac, c'est ça qui est ton truc, parfait. Si tu es un commerce de détail sur la grande artère commerciale au centre de Sherbrooke ou de Montréal, puis c'est ça qui est ton... tu es le seul qui vend des chaussures de luxe, tu sais n'importe quoi, mais tu le sais, en fonction de ton positionnement, il faut que tu aies ça de manière claire pour qu'après ça, tu dises, OK, j'ai un positionnement clair, c'est qui mes clientèles cibles, à qui je veux parler, ça va être quoi ma tonalité, je suis au-dessus ou au vous, est-ce que je suis yo, est-ce que je suis courtois, est-ce que je suis professionnel? Bien, à ce moment-là, une fois que tu as déterminé tous ces éléments-là, tu vas rentrer dans ta création de contenu. Donc, on va y aller, comment on répond à ce besoin-là. Puis je dis tout ça, là, mais ça a l'air d'être... Quelqu'un qui travaille en marketing a dit, ben oui, OK, c'est le B.A.-bas. Malheureusement, quand je travaille avec des entreprises, des PME, souvent, ça n'a pas été fait, cet exercice-là. Ouais. Donc, une fois que tu l'as fait, ça va couler de source de dire comment est-ce que je publie. Parce qu'effectivement, trop souvent, les gens ils disent on va partir un blog, on va commencer à publier. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils copient ce que tous les autres font, des articles sans saveur ou des publications pas originales, mais parce qu'ils ont vu ça ailleurs. Tu sais, la fille avec une certaine pause, puis on pose une question dans une publication, puis on dit il n'y a personne qui répond. Oui, mais c'est parce que c'est déjà vu. En quoi c'est pas toi, je vois pas ta personnalité. Si tu es un chef de 25 ans dans un petit bistrot hot, ben, je m'attends à ce que ça se reflète dans tes publications versus une dame dans la quarantaine qui vient d'ouvrir une boutique avec une certaine gamme, ben, je m'attends à ce que ses contenus peut-être reflètent ça en fonction de la clientèle qu'elle cherche à attirer. On n'a pas le même ton, on n'a pas la même personnalité. Puis ça, les entreprises qui performent bien en général dans leur contenu, que ce soit sur leur site web ou leurs médias sociaux, c'est ceux qui, justement, tu vois leur brand, tu dénotes cet aspect-là et ça fait en sorte qu'ils sont soit humoristiques, baveux, peu importe, mais il y a une signature, si on veut, et à ce moment-là, mais je ne dis pas que c'est facile. Là. Une fois que tu as fait ça, il faut quand même que tu crées des contenus. Puis avec le temps, ben, tu vas trouver ta crowd, tu vas trouver des gens qui vont décider de te suivre, de t'abonner parce que justement, ça leur parle, le type de contenu que vous leur donnez. OK, super. Donc, il y a vraiment ce travail de positionnement, là, de qu'est-ce qui nous démarque, qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'arrêter de scroller pour regarder notre publication? Est-ce que c'est un contenu un petit peu plus humoristique? Est-ce que c'est un contenu un petit peu plus controversé, un petit peu plus émotionnel, etc., mais aligné avec la couleur de notre entreprise, là, avec la saveur de notre entreprise. Regarde Lead Fox, vous avez une signature, vous avez une personnalité dans vos communications, dans votre manière d'être. Vous avez certainement des compétiteurs, puis eux autres, qui ont leur tonalité, ont leur approche, qui est bonne ou pas bonne, peu importe. Mais chacun doit avoir sa saveur. Donc, c'est pareil pour les gens qui nous écoutent. Tu te dis, bien, qu'est-ce que tu associes quand tu penses à telle entreprise ou à tel service, tel produit? Bien, souvent, ça va être en fonction de la manière que tu as vu cette entreprise-là ou ces produits, services-là se communiquer sur les différentes plateformes numériques. Donc, une fois que tu as fait ça, puis ça, je dis ça, je sais que c'est pas simple. Il y a un exercice d'introspection qui doit se faire, de réfléchir à ça, mais une fois qu'on l'a fait, ça permet d'avoir des contenus qui vont justement s'enligner, qui vont être cohérents avec la marque, le produit, l'expérience qu'on veut que les gens vivent quand ils achètent nos trucs ou qu'ils vivent, peu importe, c'est quoi qu'on propose comme offre aux clients. Est-ce que, justement, une fois qu'on a sélectionné nos réseaux sociaux,
on a déterminé un petit peu justement ce positionnement-là, la saveur de notre contenu et ainsi de suite. Est-ce que c'est conseillé de... Je prends mon post Facebook, je copie, je mets ça sur LinkedIn, mettons, même photo, même texte, etc., parce que je recycle mon contenu, je ne veux pas avoir à faire un post différent pour LinkedIn. Est-ce que le fait de copier, de mettre le même contenu, c'est une bonne pratique ou au contraire, le monde va faire « Ah, il n'a pas mis d'effort, il a copié-collé le même post ». Y a-t-il une perception négative de ça? Faut-tu faire des posts différents pour chacun de nos réseaux sociaux? Ou, La réponse est oui, il faut absolument faire un post différent pour chacun de ces médias ouais. sociaux. La dernière affaire à faire qu'on veut faire, c'est justement de prendre un copier-coller puis de le mettre sur toutes ces plateformes. D'ailleurs, c'est ce que je déplore. J'avais cette conversation-là avec un client cette semaine. On regardait, ouais, mais Facebook rend ça facile. Il a même synchronisé le Facebook et l'Instagram, puis c'est le même post. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ben, quand tu vas dans ton Facebook, dans ta suite Meta Business, tu peux cocher un élément qui dit tu veux personnaliser le contenu pour Facebook, puis tu le personnalises pour Instagram. C'est ce que je recommande de faire. Pourquoi? L'exemple que j'aime bien donner, c'est tu sais, quand tu vas sur Facebook, c'est quoi la première chose que tu vois? Est-ce que c'est le texte ou est-ce que c'est l'image? Ah, c'est clairement l'image. Sur Facebook, la première chose qu'on voit, c'est le texte ou c'est l'image? En ordre de En choses ordre, qui apparaissent. Ah, ben c'est le texte, ouais. c'est le texte, right? Ouais. Donc, tu vois le texte, ensuite, mais clairement, tu te dis l'image parce que on s'attend à voir ça. Je Mais la vais première chose mon qu'on voit, attention. Mais... c'est le texte, OK? Ouais, Sur Instagram, la première chose qu'on voit, ouais, c'est là, c'est l'image. Ouais, c'est l'image et ensuite le texte. Donc, juste à partir du moment que tu pars de cette prémisse-là, on n'est pas sur la même game. C'est pour ça qu'on dit que souvent, dans les meilleures pratiques, on va dire que sur Facebook, tu veux garder ça court au niveau du texte parce que tu veux te rendre à l'image rapidement, où est-ce que habituellement tu vends ou tu as une image, tu as un truc, tu as de l'impact. Alors que sur Instagram, tu peux avoir un beau visuel, après ça, un texte qui suit, ça tente de mettre 3 paragraphes, va-y fort. Ça importe peu, puisque la personne, elle a décidé de lire ce qui est là. Donc, on n'est pas dans la même prémisse. Les hashtags, c'est une autre discussion que j'avais avec quelqu'un récemment. On les met-tu ou on les met pas? Les ça hashtags, marche ça encore, ça. mais les hashtags, ça ne marche pas sur Facebook. Puis si tu en mets un ou deux, gros maximum, pour rappeler une campagne, mais sinon, ça vient polluer. Ça a moins rapport. Sur Instagram, il n'y en a pas de problème. C'est natif, on est habitué au même titre que sur Twitter et d'autres plateformes. Donc, c'est des éléments comme ça. Le carrousel, par exemple, c'est le format le plus populaire sur Instagram. Okay? Le carrousel d'images, c'est ça qui performe le mieux. Alors que sur Facebook, c'est une image horizontale. C'est ça qui performe mieux dans les types dans les formats. Tu n'as pas les mêmes formats qui performent sur une plateforme que sur l'autre. Tu n'as pas le même type de texte en termes de longueur. Des fois, tu utilises des hashtags sur un, pas sur l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ferait du copier-coller? Oui. Donc, maintenant, on peut avoir la même idée. Si on se dit, OK, aujourd'hui, je dois faire une publication pour annoncer l'ouverture de ma terrasse sur mon bistrot, c'est ça la nouvelle, puis j'ai un visuel, parfait. Mais la publication, tu vas l'adapter. Sur ton Facebook, tu vas jouer d'une certaine manière en évoquant, mettant un minimum de texte, puis peut-être en posant une question. Sur Instagram, tu vas le jouer peut-être d'une autre façon, mais c'est la même nouvelle, mais tu l'adaptes à la différente plateforme. Puis sur LinkedIn, peut-être que tu vas jouer différemment. Pourquoi ne pas inviter vos clients ou venir faire un événement corporatif sur notre terrasse? Tu sais, c'est la même nouvelle, mais tu joues peut-être sous un autre angle. C'est ça que je pense qui est une adaptation. Puis il y a des entreprises qui me disent, ouais, mais Frédéric, on n'a pas le temps de faire ça. C'est correct, mais tu n'as pas le temps d'être efficace non plus. Parce que juste le petit 5-10 minutes de plus que tu fais, que tu vas prendre à faire ça, c'est ça. garantis que ta publication va avoir des meilleures statistiques de portée d'engagement sur les 3 plateformes respectives. Versus, tu en prends une, OK, raccourci, va prendre moins de temps, elle va être moins efficace, potentiellement. Il y a des cas d'exception, des fois, des cas pour lesquels ça s'applique. Comme je dis, une story, c'est une story. Une story, c'est un format, on s'entend, c'est vertical. C'est vrai qu'une story sur Facebook, sur Instagram, à peu de choses près, c'est la même affaire. Donc, dans certains cas, tu peux utiliser un même contenu. Mais quand c'est dans le fil de nouvelles, c'est rarement applicable de faire du copier-coller. Oui, parce que la disposition n'est pas la même et le fonctionnement de la plateforme n'est pas la même. Donc, ça ne rend pas bien en tant que tel si on fait un copier-coller d'une plateforme à une autre. Les algorithmes n'ont pas le même comportement non plus. Donc, c'est une considération. OK, super. Et puis ouais, c'est ça. Fait que dans le fond,
les hashtags sur Facebook, ça marche pas. Les hashtags sur Instagram, ça marche encore. C'est encore. Oui, ça marche encore. C'est plus naturel, c'est natif. Tu sais, on Ouais. peut s'abonner à un hashtag sur Instagram. Tu sais, moi, je suis abonné à 2, 3 hashtags. Fait que des fois, dans mon Oui, c'est contenu, vrai. je Ouais. vois des trucs passer qui sont ni de gens que je suis, ni d'entreprises que je suis, mais c'est parce que je suis abonné au hashtag. Mais on ne s'abonne pas à un hashtag sur Facebook. On n'a pas le réflexe de faire des recherches par hashtag non plus sur Facebook. Ça, C'est ça a vrai. été documenté dans différentes études encore récemment. Maintenant, il y a des entreprises qui optent quand même pour mettre des hashtags sur Facebook, surtout quand c'est un rappel de campagne. Tu sais. C'est une grosse campagne nationale. Je prends, mettons, une belle cause pour la cause, pour une publication dans cette journée-là, bien, c'est correct, le hashtag est là. Mais moi, quand je vois une publication avec 14 hashtags sur Facebook, souvent, je me dis, check bien ça, je vais aller voir cette entreprise-là sur son Instagram. Là, je mets ma main au feu que la publication est là intégralement, puis exactement, souvent, 19 fois sur 20, c'est ça qui s'est passé. Elle a été conçue pour Instagram, ils ont juste copié-collé ça sur Facebook. Ça fait comme, non, ça ne marche pas, ça. OK, ouais, je comprends. Puis ça fait du sens aussi de prendre ce petit 5 minutes-là pour adapter la publication Yep. à son réseau social pour au moins se dire, tant qu'à faire les choses, on va bien faire les choses, on va mettre les chances de notre côté, on va gagner des points pour les algorithmes de chacune des plateformes pour maximiser les chances qu'il y ait des résultats en tant que tel. Exactement. Fait que si en 2024, là, il y a quelque chose à retenir en tant que tel, de ce que je comprends, c'est sélectionner une couple de plateformes dans le bon vieux top 5. Là. C'est peut-être pas nécessaire d'être partout, mais d'être là où c'est pertinent d'être. D'avoir du contenu humain, du contenu qui est fait pour la plateforme en tant que telle, pas juste copier-coller le stock et ainsi de suite. Peut-être d'aller chercher un petit coup de main de l'intelligence artificielle là, pour se rendre plus efficace, parce que veut pas, il faut en créer du contenu, puis on va avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, c'est Ça un excellent ressemble ça? résumé. C'est un excellent résumé, effectivement. Puis, tu sais, dans ce contexte-là, c'est justement des fois un bon moment de se poser. On est en début d'année. Est-ce que vous devriez peut-être faire un audit, un peu analyser votre Ouais. présence sur vos différents médias sociaux, dire, tu sais, ça fait 10 ans que tu es sur Facebook, ben, pourquoi tu es sur Facebook? Pourquoi tu es sur C'est Instagram? ça. Pourquoi tu es sur LinkedIn? Des fois, je pose cette question-là à des clients. Ils sont comme, ben, bon. En se re-questionnant ça, tu te dis, OK, peut-être qu'on va réaligner un petit peu la raison d'être qu'on est là, qu'on va avoir des contenus mieux adaptés. Ça fait en sorte qu'on se ressemble. Peut-être qu'on va garder le statu quo, on va garder la même présence, mais au moins, on sait pourquoi on est là. Puis on va peut-être mieux pouvoir aligner nos contenus afin d'atteindre nos clientèles cibles et surtout d'atteindre nos objectifs d'affaires. Parce qu'on fait tout ça, on s'entend, là, parce qu'on veut plus vendre ou plus collecter des fonds, dépendamment de l'objectif que vous avez. Là. Mais il faut toujours ramener ça à nos objectifs d'affaires, là, sinon, il n'y a pas de raison d'être. Oui, exactement. Puis c'est une chose qu'on voit souvent aussi, beaucoup d'entreprises qui sont sur un réseau social parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je aille là-dessus, sauf que c'est peut-être pas pertinent pour ce genre Exact. d'entreprise-là ou quoi que ce soit. Fait que c'est vrai que c'est bon aussi des fois d'aller chercher peut-être de l'aide externe, là, justement, pour dire, on est-tu au bon endroit? On s'en va-tu dans la bonne direction? On fait-tu bien les choses? Comment on pourrait mieux faire les choses? Et ainsi de suite. Exact. Et justement, parlant de ça, quels sont les genres de services que vous offrez à une entreprise qui aurait besoin d'aide, qui se dirait, Crime, on a besoin de l'aide de M. Gonzalo pour nos réseaux sociaux. Comment pouvez-vous aider une entreprise? Ben, c'est de l'accompagnement que je propose souvent, justement, c'est de faire des audits dans des diagnostics de présence site web, médias sociaux. On fait du coaching. Des fois, des entreprises qui se disent, oh, ouais, des fois, on n'a peut-être pas les moyens de se payer un consultant. Il y a beaucoup de programmes qui existent en ce moment. Moi, je travaille avec un partenaire qui est autorisé avec le PCAN, le Programme canadien d'adoption numérique, le volet 2, donc jusqu'à 15 000 de subvention. Et des fois, je travaille avec des attraits touristiques, des événements. Il y a des enveloppes qui existent pour encourager le virage numérique avec différentes associations touristiques sectorielles, des chambres de commerce. Donc, il y a toutes sortes de ressources qui peuvent exister qui font en sorte qu'à ce moment-là, on peut vous aider dans justement prendre 2 pas de recul, échafauder un plan marketing, une stratégie de contenu et puis une évaluation de votre performance actuelle pour justement recommander, puis, comme on dit, aligner. Comme des fois, on fait une fois par année, on va voir notre docteur pour faire un peu le bilan de santé, puis savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire peut-être pour changer, pour s'assurer qu'on reste en forme. C'est un peu le même principe. On essaie de faire un peu un diagnostic, un survol de la présence pour dire, ben écoute, ça va très bien. Ça arrive des fois, des clients, on se garde, lâche pas, continue, peut-être ajuster telle affaire. Puis dans d'autres cas, c'est, fais attention, ça
est en train de l'échapper un petit peu sur tel aspect. Donc, ça permet de donner un beau survol de ce qu'il y en est. Exact. Surtout, le monde des médias sociaux change beaucoup, change rapidement. Vraiment. Donc, c'est bon, effectivement, de faire un petit tour d'horizon, juste Ouais. assurer, on va-tu dans la bonne direction, on utilise-tu les bonnes méthodes, on s'adresse-tu de la bonne manière, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, aussi, je mettrai le lien dans les notes d'épisode justement pour se rendre sur votre site web pour qu'on puisse vous contacter. Et je pense que vous avez aussi justement une formation sur les tendances et meilleures pratiques des médias sociaux qui est disponible sur votre site web, si je comprends Oui, bien. tout à fait. C'est une formation que j'ai donnée il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, au-dessus de 300 personnes qui s'étaient inscrites. Ça avait vraiment été le fun. Donc, elle est disponible gratuitement toujours sur mon site web. Puis, par le fait même, les gens pourront voir les autres formations que je donne, là, que ce soit pour l'utilisation de ChatGPT, que ce soit pour le placement publicitaire sur Facebook. Enfin, il y a une quinzaine de formations Ah, il y en a sur plein. justement le marketing numérique là, donc, qui peuvent aider toujours entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, c'est des trucs pas trop longs, mais assez pour être utiles et concrets. Oui, exactement. On pourra mettre justement le lien dans les notes d'épisode. Ouais. Merci beaucoup, M. Gonzalo, pour votre temps, votre générosité et toute cette sagesse que vous nous avez partagée. J'espère justement que les gens qui vont écouter l'épisode ça les a inspirés, hein? Ça les a aidés aussi à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qu'on fait en 2024 avec notre stratégie de réseaux sociaux, où est-ce qu'on va pas, sur quoi qu'on met plus d'énergie et ainsi de suite. Fait que, clairement, moi, ça a répondu à certaines de mes questions, à beaucoup de mes questions. Ben, Et je suis je certain vous mettrai aussi mes coordonnées par courriel. Si des gens qui veulent me contacter pour plus de détails, ça me fera plaisir. définitivement. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde qui a écouté l'épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!